Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Voilà, on est enchanté avec Caroline, qui est une de nos expertes avec lesquelles on travaille depuis pas mal d'années maintenant sur tous ces sujets de transformation, d'accompagnement. Et évidemment, au milieu de tout ça, on a le management et les RH. Et les RH, ça bouge. Je pense que vous en êtes tous rendus compte depuis un certain nombre d'années et de mois encore plus récemment. C'est vrai que souvent, on nous parle de transformation digitale et on pense techno, mais c'est aussi une transformation RH. Alors, on a toujours un petit peu ces réactions toujours complexes, où on se dit que d'abord on n'y croit pas trop ou qu'on peut essayer de l'éviter. Après on se rend compte que c'est compliqué. Après effectivement on essaie de négocier un tout petit peu pour changer le minimum. On se rend compte vraiment que c'est très compliqué. Et puis là c'était un clin d'œil de cet artiste qui nous disait finalement est-ce qu'on ne changerait pas le directeur marketing, parce que finalement le premier chantier à avoir été impacté effectivement c'était celui du marketing et du client. Mais pourtant, on peut se dire qu'aujourd'hui, les RH, elles vivent une vraie mutation et elle est un peu similaire au marketing, quelques années après. Donc, si on reprend cette caricature, on pourrait se demander si finalement, c'est pas le DRH ou la DRH qu'il faut changer. Alors, je sais pas s'il faut la remplacer ou s'il faut effectivement faut l'aider à évoluer. Et c'est pas tant une question d'organisation ou de personnes que de relation entre ces personnes. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu dans la matinée. Alors pourquoi, évidemment, ça nous fait penser au marketing? Nous qui en venons quand même, on a passé 15 ans dans le marketing avant d'être sur les RH là, depuis 6-7 ans. Les éléments de langage, déjà, parlent d'eux-mêmes. En RH, on parle aussi de plus en plus de data, d'expérience, de parcours, de multicanal, d'automatisation. On n'a pas encore eu le RH 360, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà, donc effectivement, on voit bien qu'il y a vraiment des ponts et finalement, quand on parle des fois de symétrie des attentions entre les clients d'un côté et les collaborateurs de l'autre, on voit bien que finalement, il y a des choses à aller prendre en termes d'évolution du côté du marketing. On voit bien d'ailleurs qu'au-delà du langage, il y a des nouvelles façons de travailler. Oui, donc au niveau du tempo, déjà, c'est vrai qu'avant, on était plus dans des actions ponctuelles, par temps fort, aussi bien dans le marketing que dans les RH. Aujourd'hui, on est plus dans des actions qui vont être plus itératives. On va plus chercher à créer des expériences intégrées, dont l'expérience collaborateur, dont on abordera le sujet aussi dans la matinée. Dans l'émission aussi, on est beaucoup plus tributaire d'aléas et d'itérations. Alors pareil, avant, dans le marketing, on faisait des plans à 1 an, 2 ans. On savait qu'ils allaient peut-être bouger à la marge. Mais c'était juste à la marge. Aujourd'hui, quelle que soit la fonction, et notamment dans les RH, on est beaucoup plus dans une vision qui, on le sait, va certainement évoluer et changer avec la transformation. Et puis les moyens, on s'expose plus souvent dans un écosystème multicanal, donc tout comme le marketing a eu à faire avec le digital, le figital, le mobile. On est dans la même situation aussi pour les RH qui doit démultiplier ses points de contact. Ouais, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux avec l'employé advocacy, quelles nouvelles interfaces on propose avec le mobile par exemple en retail. On voit qu'il y a vraiment tout un tas de nouveaux outils avec lesquels travailler. Et puis au niveau des compétences, avant c'est vrai qu'on gérait ça finalement un petit peu comme un stock. On avait ce côté encore un peu tayloriste de l'usine. On doit mettre des gens ou des engrenages à certains postes. On voit bien qu'aujourd'hui entre hard skills et soft skills, tout est beaucoup plus liquide. Les gens en quelques années, voire en quelques mois, de temps en temps, on peut les faire passer d'une tâche à une autre quand on n'a pas déjà des fois 2 ou 3 jobs différents dans l'organisation. Et d'ailleurs, on en vient même à parler de marque employeur, ce qui montre bien qu'on est dans le sujet du marketing aussi. Et puis, dans le côté parcours, on accompagne beaucoup plus maintenant des évolutions, mais en termes plus d'employabilité de vos collaborateurs, donc de nos collaborateurs, donc en dehors même de notre organisation en interne, comment on va maintenir cette employabilité aussi à l'externe. Donc des missions qui ont changé et clairement, on est passé d'une culture qui était beaucoup plus dans les process à une culture qui va être plus orientée autour du collaborateur. Donc exactement le même mouvement qu'a connu la fonction marketing.
Alors, cette évolution de travailler des RH, elle évolue aussi parce qu'on n'est pas étanche. On voit bien ce qui se passe dans d'autres organisations. Donc, qui nous a pas parlé cette année d'agilité ou d'innovation, tout le monde doit être agile. Alors, faut-il encore que des fois les process ou les outils le soient, parce que c'est une chose de demander aux gens. Voilà. Alors, de temps en temps, on peut aussi tenter un peu de tomber dans l'intégrisme agile. C'est on va prendre une nouvelle méthode, on va l'appliquer à tout le monde et c'est sûr, on va devenir agile. Bon, c'est sûr que de temps en temps, il faut revoir ces méthodes. Maintenant, il y a aussi un esprit, une culture, et on voit bien que effectivement, souvent on essaie un peu de copier les startups. Un grand groupe ne sera jamais une startup. Il y a certainement des bonnes idées à les prendre. Maintenant, chaque entreprise a une culture différente, a une organisation différente. Et il y a quand même un vrai boulot d'adaptation derrière tout ça. Et pour compléter, il y a des moments pour être agile et il y a des endroits pour être agile. Donc l'idée, c'est pas non plus d'être 100% agile, 100% dans son organisation en termes d'omniscience, mais de choisir les endroits où ça aura du sens. Voilà, et on n'est pas sûr que par exemple le pilote chez Air France, on ait vraiment envie qu'ils innovent trop. À n'importe quel moment, qu'il soit agile, s'il se passe quelque chose, pourquoi pas, mais voilà. Et puis cette logique de collaboration et l'écosystème qui était peut-être pas très naturelle avant, surtout dans les RH, on était quand même dans le secret, on a une confidentialité à faire respecter, mais là effectivement aujourd'hui on doit collaborer avec les autres métiers, les autres entités, on doit aussi collaborer au-delà des murs de l'entreprise avec un écosystème de freelance, de gens en mission, de start-up, d'experts, de consultants, donc on doit aller partager aussi un petit peu les bonnes pratiques et l'innovation. Ça, c'est pas forcément inné ou naturel. Et un écosystème, c'est prendre, mais aussi donner. C'est vrai que des fois, on est un peu en consommateur. L'idée, c'est aussi de contribuer, de partager les choses, ce qui n'est pas toujours évident. On le verra certainement, mais de plus en plus avec les startups, on est plus dans une relation de partenariat. On co-construit avec eux finalement aussi leur modèle quand on travaille avec eux, ce qui est un peu un changement. On n'est plus dans cette relation client-prestataire. Alors ça s'explique évidemment par l'enjeu de la transformation digitale et business, ça vous le savez. Une transformation qui a plusieurs dimensions. La dimension technologique et digitalisation, la dimension évidemment humaine avec tout l'accompagnement sur le futur des compétences et le futur des métiers, éminemment la dimension business et stratégique, et puis la dimension éthique et bien sûr organisation responsable qui de plus en plus devient aussi un sujet. C'est comme si un peu la DRH avait de nouvelles audiences à adresser, donc ça va au-delà de l'organisation, ça a des conséquences beaucoup plus externes et ouvertes. Ouais, et avec une contrainte quand même qui était avant, on va dire, on était tous très raisonnables, on avait fait ces bons diplômes, on allait dans les grands groupes et on était très sages. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de choix, on peut monter sa start-up, on peut devenir freelance, on peut partir du jour au lendemain. Donc là aussi, il y a un niveau d'exigence au-delà du salaire sur l'intérêt de la mission ou même sur l'éthique de l'entreprise qui ne devient pas juste un joli mot dans le rapport annuel, mais qui devient une vraie réalité pour un certain nombre d'étudiants ou d'employés plus seniors. Alors on a l'habitude, et on y passera rapidement, mais il y a, dans la transformation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est d'écouter les peurs. On a tendance un peu trop vite à penser au changement, sans écouter finalement les frustrations, les angoisses des collaborateurs. Nous, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on fait un programme de formation. Donc il y a 3 sentiments qu'on a décrypté. Il y a le sentiment de dépassement qui se traduit par la profusion, la rapidité, la complexité. Potentiellement le sentiment d'humiliation aussi, le fait de se dire mais moi je ne sais pas, moi je ne fais pas partie de ce monde-là, j'y débarque, donc comment finalement je vais potentiellement essayer de rattraper le train. Deuxième sentiment qui est le plus le côté déshumanisation, donc c'est lié notamment avec tout ce qui est dématérialisation, l'addiction, la surveillance, et puis quelque part un peu l'isolement que peut procurer la notion de communication via le digital. Et puis le dernier sentiment qui est plus émotionnel, qui est la perte de sens, dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec l'inutilité dans son métier. Si demain mon métier est fait en partie par une IA ou par un robot, qu'est-ce que je vais devenir ? Potentiellement la recherche d'un peu plus d'impact positif. On voudrait que notre activité, elle serve des intérêts plus communs et partagés. Et puis l'évolution des valeurs, bien sûr, dans cette société où le consumérisme est largement remis en cause. Donc ça a beaucoup d'impact aujourd'hui sur le sentiment finalement de remise en cause qu'on a tous en interne, à la fois de son pouvoir et potentiellement de son ego, parce qu'on se sent bousculé par tout ce qui est en train d'arriver, à la fois dans la société, mais aussi forcément dans nos métiers. Ça, c'est vrai que c'est important dans tous ces programmes de transformation, d'accompagnement, de formation, de bien prendre ce temps d'analyse et de compréhension, de dire aux gens qu'on en a conscience et les aider à passer un petit peu ces barrières psychologiques plutôt que d'essayer de les brusquer pour avancer plus vite.
Donc voilà, en résumé un peu ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement il y a une évolution en fait des nouvelles audiences, alors un enrichissement. Bien sûr, le rôle de la DRH est toujours à impact interne, que ce soit au niveau de l'organisation, du collaborateur et évidemment de nos managers, mais de plus en plus un impact externe au niveau de l'économie, de la société, de la planète, avec tous les enjeux d'employabilité et d'impact positif. Donc on a bien sûr bientôt des territoires d'impact qui sont plus porteurs de sens pour la DRH et beaucoup plus dans la durée. Alors, effectivement, l'idée, c'est aussi, dans cet accompagnement, de revoir un petit peu l'expérience collaborateur. Alors, évidemment, le basique, c'est le côté très matériel, hein, les conditions de travail. Donc, on pense tous à refaire la déco, à rendre ça plus sympathique. Donc, c'est bien. De temps en temps, c'est bien de revoir aussi les salaires, les avantages. Et puis, de penser à entreprise étendue avec ses CDI, ses CDD, ses freelances. Enfin, comment on gère toute cette multiplicité, qu'est-ce qu'on leur offre, entre autres, quand on, par exemple, fait du télétravail ou du coworking space. La partie relationnelle qui est quand même ultra importante. Au-delà du matériel, c'est finalement, est-ce que on peut être dans les super locaux si l'ambiance est horrible, ou si on s'entend pas avec ses collègues, ça va quand même pas aider à l'épanouissement des gens. Donc c'est les autres, mais c'est aussi soi. Et je pense que là aussi, on a un vrai rôle d'accompagnement pour aider les gens à mieux se connaître. Et puis aspirationnel. Donc là, au-delà des conditions et des relations, c'est finalement de se dire à quoi je sers, à quoi l'entreprise sert, et est-ce que finalement ça m'épanouit, ça me donne envie, entre guillemets, et j'ai l'impression de participer à un impact positif sur la société et sur la planète. Donc finalement, ça fait un petit peu plusieurs dimensions pour l'expérience collaborateur. On a à la fois sur des aspects, alors vous aurez reconnu en filigrane la pyramide de Maslow dont on s'est inspiré, donc entre matériel, relationnel et bien sûr aspirationnel. Je pense qu'on la voit bien. En fait, ce qu'on veut juste essayer de faire à travers les contenus qu'on produit avec Emmanuel, c'est d'essayer de décrypter et de rassembler. Finalement, aujourd'hui, c'est un peu comme si on savait plus trop par où commencer. Alors parfois, on commence par les outils, mais alors peut-être il faudrait en parallèle commencer aussi par les humains et l'accompagnement. On le voit beaucoup, par exemple, avec le sujet du collaboratif. On commence par installer un outil et puis après, on se rend compte que ça se met pas, enfin, les usages sont pas là. Donc, on essaie un peu de rassembler tous ces sujets et se dire, finalement, si on devait essayer de les prendre en écosystème, comment, dans un monde idéal, ça pourrait se passer. Et donc, finalement, cette transformation RH, c'est retrouver du sens dans le travail, hein, que ça soit pour les RH, que ce soit pour les managers, pour les employés, et finalement rendre cette DRH beaucoup plus motrice, et pas juste finalement en fonction support, mais vraiment comme cœur de l'activité des entreprises. Nous, on parle de DRH Best. On va expliquer ça en 4 slides. D'abord, c'est Business Accelerator, c'est vraiment au service du business de l'entreprise. Donc là, il faut dépasser un petit peu la partie suivi légal ou réglementaire. C'est vraiment comprendre comment on apporte de la valeur grâce à une vision, une culture, à de la formation, à un accompagnement et un pilotage EPEC ou stratégique workforce planning pour permettre d'anticiper à l'avance l'évolution, on va dire, du métier de l'entreprise et donc des compétences qui sont liées. Donc cette dimension n'était pas nouvelle, hein, et c'est pas nous qui l'avons inventée non plus. Seulement juste, on a bien mis accélérateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde où finalement on doit potentiellement pivoter un peu plus vite qu'avant, où les cycles sont beaucoup plus courts, il y a un côté accélération dans le business où la RH doit être aussi un peu plus réactive et polyvalente potentiellement. Dimension entrepreneur, ça se traduit par le fait de se dire comment finalement en tant qu'RH j'aide à essaimer, à diffuser toutes ces bonnes pratiques d'agilité, de collaboratif. On a eu la chance d'avoir Octo Technologies au dernier Uptalk, qui a commencé la transformation par la transformation aussi de sa DRH. Donc en se mettant à des nouvelles pratiques comme le design thinking, comme des techniques collaboratives, ne serait-ce que pour s'inscrire au prix de Great Place to Work, pour du coup vraiment se dire comment la DRH, elle aussi, a une forme d'exemplarité sur ces nouvelles façons de travailler. La dimension socio-coach, avec cette dimension de se dire comment finalement sur aussi les sujets de facilitation, d'expérience collaborateur et d'épanouissement au travail, la DRH devient de plus en plus, on parle de manager coach, hein, mais on est peut-être finalement en tant que collaborateur tous coach entre nous, mais comment la DRH aussi participe à ces nouvelles formes de relations qui sont un petit peu plus fondées sur ce mot qu'on n'a pas beaucoup employé jusqu'à maintenant dans les organisations, qui est le fameux mot émotion. Alors c'est pas un hasard si de plus en plus on parle d'intelligence émotionnelle au moment où l'intelligence artificielle explose. C'est ce qu'on a l'habitude de dire, c'est se dire finalement on va essayer de retrouver notre singularité en tant qu'être humain versus cette IA qui est en train d'être une
déferlante. Évidemment, techno-agile, justement, on parlait tout à l'heure de SIRH ou de RH Tech, on voit bien que demain, voilà, on va automatiser une partie des tâches de la DRH pour libérer du temps, justement pour pouvoir se concentrer sur le business, l'humain et le reste. Et donc, là aussi, comprendre la data, comprendre l'IT, c'est pas toujours très simple. Faut s'y mettre, il y a beaucoup d'outils, c'est très fragmenté, ça n'arrête pas d'évoluer. Et pourtant, voilà, ça va faire une énorme différence demain pour mieux suivre les gens, mieux mesurer la performance. Donc quand on réunit tout ça, ça nous fait effectivement l'acronyme BEST. Donc on vous souhaite un petit peu le meilleur dans votre job et pour cette journée. Caroline et moi, on travaille sur le guide du futur des RH et du management pour début janvier 2019. On remercie déjà 2020, oui, désolé. On remercie déjà tous les DRH et les experts qui ont bien voulu contribuer à l'ouvrage. Et puis on remercie aussi le comité éditorial ambassadeur du cycle RH et leadership. On a un groupe LinkedIn d'ailleurs qui nous permet d'échanger sur toutes ces notions, tous ces modèles, et puis surtout de sourcer tout un tas de bonnes pratiques, parce qu'il se passe beaucoup de choses et beaucoup de nouvelles choses dans vos organisations. Voilà, un grand merci à vous. Merci beaucoup.